celui-ci. Je vais lire le synopsis. Ce bois, lui disait sa mère, est rempli des bêtes sauvages, les plus assoiffées de sang au monde. Illustré par Quentin Blake. Quand on regarde bien, on voit beaucoup d'illustrations, ce qui plaît aux enfants. Voilà pour celui-ci. Et Georges Brouillon. La recette serait simple. Tout ce qu'il verrait de coulant, gluant ou poudreux, il le jetterait dans le chaudron. Elle est très rigolote cette histoire aussi. Elle réalise Roald Dahl, champion du monde des histoires. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'imagination pour écrire des livres d'enfants. Donc, eh bien moi je vais lire un petit peu des deux. Alors moi, le premier livre que j'ai lu enfant, de lui, c'est Les Deux Gredins. Je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Je ne sais pas où est passé le livre depuis toutes ces années. Bon, je ne l'ai plus, hein, mais je vais le racheter, je pense, parce que j'adorais cette histoire. Quand j'étais enfant, je l'ai lu plein de fois. Donc Les Deux Gredins, c'est l'histoire d'un couple, comment dirais-je, très particulier. Ils se chamaillent tout le temps entre eux, ils cherchent à se faire des sournoiseries l'un et l'autre. Ils sont assez débringués, je sais pas si ça se dit, débraillés ou je sais pas comment dire. Enfin, ils ont un look très non conventionnel. Lui, il a une barbe foisonnante. Toute la nourriture se retrouve dans sa barbe. Du coup, ça me permet de le nourrir. Bref, c'est loufoque, mais c'est rigolo et puis c'est pas une histoire effrayante ou quoi. Donc, voilà, c'est vraiment pour les enfants. Donc, voilà pour la présentation de l'auteur Roald Dahl. Eh bien, je vais passer à la lecture. J'ai changé le mode de mes lumières derrière. Alors, je sais pas si c'est dérangeant ou si c'est assez apaisant pour les yeux. Surtout faites-le moi savoir en commentaire. Voilà. Donc, à tout de suite. On a des petites phrases avant la lecture, assez rigolotes. Attention, n'essayez pas de faire la potion magique de Georges chez vous. Cela pourrait être dangereux. Chez Gallimard Jeunesse, l'éditeur. Ce livre est dédié à tous les médecins. Grand'ma. Un samedi matin, la mère de Georges Brouillon dit à son fils: « Je vais faire des courses au village. Sois sage et ne fais pas de bêtises. » Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Et à 11h, n'oublie pas de donner sa potion à Grand'ma, poursuivit la mère. Puis elle sortit en refermant la porte. Grand'ma, qui sommeillait dans son fauteuil près de la fenêtre, ouvrit un petit œil méchant. « Tu as entendu ce qu'a dit ta mère, Georges ?» aboya-t-elle. « N'oublie pas ma potion. »« Non, Grand'ma, » dit Georges. « Et pour une fois, sois sage tant qu'elle n'est pas là. »« Oui, Grand'ma, » dit Georges. Georges s'ennuyait à mourir. Il n'avait ni frère ni sœur. Son père était fermier, et comme la ferme était loin de tout, Georges n'avait pas d'amis avec qui jouer. Il n'en avait
lassé de contempler les cochons, les poules, les vaches et les moutons. Et surtout, il en avait par-dessus la tête de vivre dans la même maison que cette vieille ours mal léchée de Grand'ma. Passer son samedi matin à s'occuper d'elle ne le réjouissait guère. « Prépare-moi une petite tasse de thé, dit Grand'ma à Georges. Ça t'empêchera de faire des bêtises pendant un moment. » « Oui, Grand'ma, répondit Georges. Georges n'y pouvait rien. Il détestait Grand'ma. C'était une vieille femme grincheuse et égoïste, qui avait des dents jaunâtres et une petite bouche toute ridée, comme le derrière d'un chien. « Combien de cuillerées de sucre dans ton thé aujourd'hui, Grand'ma » demanda Georges. « Une, répondit-elle sèchement, et n'ajoute pas de lait. La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables, mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, et elle était tout le temps en train de se plaindre, de bouconner, de ronchonner, de râler et de pester sur tout et sur rien. Jamais, même dans ses bons jours, elle n'avait souri à Georges. Jamais elle ne lui avait dit « Bonjour Georges, comment ça va ?» Ni « Et si on jouait au jeu de loi ?» Ni « Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ?» Elle ne s'intéressait qu'à elle. C'était une affreuse vieille mégère. Georges alla à la cuisine et prépara une tasse de thé avec un sachet. Il mit une cuillerée de sucre en poudre, remua et apporta la tasse dans la salle de séjour. Grand'ma but une petite gorgée de thé. « Il n'est pas assez sucré, dit-elle. Ajoute un peu de sucre. » Georges rapporta la tasse dans la cuisine et ajouta une autre cuillerée de sucre. Puis il remua et redonna la tasse à Grand'ma. « Où est la soucoupe ?» demanda-t-elle. « Je veux une soucoupe avec ma tasse. » Georges partit chercher une soucoupe. « Et la cuillère, s'il te plaît. »« J'ai remué pour toi, Grand'ma. J'ai bien remué. »« Merci bien. Je remue mon thé moi-même, dit-elle. »« Va me chercher une cuillère. » Georges alla chercher la cuillère. Quand les parents de Georges étaient à la maison, Grand'ma ne se montrait jamais aussi capricieuse. Mais quand elle restait seule avec lui, elle le rudoyait sans cesse. « Tu sais ce qui ne va pas chez toi ?» dit la vieille femme en regardant Georges de ses petits yeux brillants de méchanceté. « Tu grandis trop vite. Les garçons qui grandissent trop vite deviennent stupides et paresseux. »« Mais je n'y peux rien, Grand'ma, répliqua Georges. Si, tu peux, coupa-t-elle. Grandir est une sale manie, les enfants. Mais on doit grandir, Grand'ma. Si on ne grandit pas, on ne devient jamais une grande personne. C'est idiot, mon garçon, dit-elle. Idiot, regarde-moi. Est-ce que je grandis, moi? Sûrement pas. Mais tu as grandi autrefois, Grand'ma. Un petit peu seulement, dit la vieille femme. J'ai cessé de grandir quand j'étais toute petite. Et je me suis débarrassée ainsi de tous les vilains défauts des gosses. La paresse, la désobéissance, la gourmandise, la saleté, le désordre et la stupidité. En as-tu fait autant, toi? Je ne suis encore qu'un petit garçon, Grand'ma. Tu as 8 ans, dit-elle en reniflant. Tu es assez vieux pour savoir ça. Si tu n'arrêtes pas de grandir, ça sera trop tard. Trop tard pourquoi, Grand'ma? Question ridicule, répondit-elle. Tu es déjà presque aussi grand que moi. Georges regarda attentivement Grand'ma. Elle était véritablement minuscule. Ses jambes étaient si courtes qu'il lui fallait un tabouret pour poser ses pieds. Et sa tête n'arrivait qu'à la moitié du dossier de son fauteuil. Papa m'a dit que c'était bien pour un homme d'être grand, dit Georges.
Le chocolat fait grandir. Il fait grandir dans la mauvaise direction, aboya-t-elle, vers le haut et non vers le bas. Grand'ma but quelques gorgées de son thé sans quitter des yeux le petit garçon. Jamais vers le haut, toujours vers le bas, répéta-t-elle. Oui, Grand'ma. Et ne mange pas de chocolat, mange plutôt du chou. Du chou? Oh non, protesta Georges. Je n'aime pas le chou. Que tu aimes ou pas, peu importe, coupa Grand'ma. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour toi. À partir de maintenant, tu mangeras du chou 3 fois par jour. Des montagnes de choux. Et tant mieux s'il y a des chenilles. Burk, fit Georges. Les chenilles rendent intelligent, dit la vieille femme. Maman lave soigneusement les feuilles de chou, répliqua Georges. Maman est aussi idiote que toi, affirma Grand'ma. Le chou n'a aucun goût sans quelques chenilles bouillies ou sans limaces. Des limaces? Non, s'écria Georges. Jamais je n'en mangerai. Moi, dit Grand'ma, quand je vois une limace vivante sur une feuille de salade, je l'avale aussitôt, avant qu'elle ne s'enfuit. C'est délicieux. Elle pinça les lèvres et sa bouche devint une petite fente plissée. Délicieux, reprit-elle. Les vers, les limaces, les punaises, les insectes. Tu ne sais pas ce qui est bon. Tu plaisantes, Grand'ma. Je ne plaisante jamais, dit-elle. Les scarabées sont peut-être encore meilleurs. Et croustillent sous la dent. Grand'ma, c'est dégoûtant. La vieille mégère sourit en montrant ses dents jaunâtres. Quelquefois, poursuivit-elle, avec un peu de chance, on découvre un hanneton entre 2 feuilles de céleri. C'est ainsi que je les aime. Grand'ma, comment peux-tu? On découvre toutes sortes de bonnes choses dans le céleri rave, continua la vieille femme. Parfois, des perce-oreilles. Je ne veux plus écouter ces horreurs, cria Georges. Un gros et gras perce-oreille, c'est vraiment un mets succulent, dit Grand'ma en se léchant les babines. Mais il faut aller vite, mon petit, quand on en a introduit un dans sa bouche. Il porte 2 pinces pointues à l'extrémité de son abdomen, et s'il t'attrape la langue, il ne la lâche plus. Alors, il faut le mordre, crac, crac, avant que tu ne lui tordes. Georges se mit à filer vers la porte. Il voulait fuir loin de cette écœurante vieille femme. Tu essaies de t'enfuir, n'est-ce pas? Dit-elle en pointant son doigt vers lui. Tu veux abandonner ta Grand'ma? Près de la porte, le petit Georges fixait la vieille mégère. Elle le fixait elle aussi. C'est peut-être une sorcière, se dit Georges. Il avait toujours pensé que les sorcières n'existaient que dans les contes de fées, mais à présent, il n'en était pas sûr. Approche-toi, petit, dit-elle, lui faisant signe de son doigt crochu. Approche-toi et je te confierai des secrets. Georges ne bougea pas. Grand'ma non plus. Je connais de nombreux secrets, reprit-elle en souriant. C'était un petit sourire glacial, le sourire d'un serpent qui va mordre. Je connais de nombreux secrets, reprit-elle en souriant. C'était un petit sourire glacial, le sourire d'un serpent qui va mordre. Approche-toi de Grand'ma, elle te chuchotera des secrets. Georges recula d'un pas, se rapprochant un peu plus de la porte. Tu ne dois pas avoir peur de ta vieille Grand'ma, dit-elle avec un sourire sinistre. Georges fit un autre pas en arrière. Certains d'entre nous, dit-elle. Tout à coup, elle se pencha en avant et se mit à chuchoter d'une voix gutturale que Georges n'avait jamais entendue. Certains d'entre nous ont des pouvoirs magiques qui peuvent transformer les créatures humaines. Un picotement électrique parcourut la colonne vertébrale de Georges. Il commençait
à avoir peur. Certains d'entre nous, continue la vieille sorcière, ont du feu au bout de la langue, des étincelles dans le ventre et des éclairs au bout des doigts. Certains connaissent des secrets qui te feraient dresser les cheveux sur la tête et jaillir les yeux hors des orbites. Voilà pour la fin de cette histoire. La potion magique de Georges Bouillon. Nous allons passer à la deuxième lecture. Billy et les minuscules, illustré par Quentin Blake. Les petites écritures sont également tactiles. Je suis sage, maman. La mère de Billy lui disait toujours ce qu'il avait le droit de faire et ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Tout ce qu'il avait le droit de faire était ennuyeux et tout ce qu'il n'avait pas le droit de faire était excitant. L'une des choses qu'il ne devait absolument jamais faire, la plus excitante de toutes, c'était de pousser tout seul la porte du jardin pour explorer le monde au-delà. Un après-midi d'été ensoleillé, Billy, à genoux sur une chaise dans la salle à manger, contemplait par la fenêtre ouverte le merveilleux monde du dehors. Dans la cuisine, sa mère repassait. La porte était ouverte, mais elle ne le voyait pas. Et de temps en temps, elle l'appelait. « Billy, qu'est-ce que tu fais ?» Et il répondait toujours « Je suis sage, maman. » Mais Billy en avait plus qu'assez d'être sage. Par la fenêtre, pas très loin, il pouvait voir le grand bois sombre et secret que l'on appelait la forêt interdite. C'était un endroit qu'il avait toujours eu envie d'explorer. Sa mère lui avait raconté que même les grandes personnes avaient peur d'y pénétrer. Elle lui récitait un poème bien connu dans la région. Interdite, interdite la forêt. Beaucoup y sont entrés, aucun n'en est sorti. Pourquoi ne peut-on pas sortir, lui demandait Billy. Que se passe-t-il dans le bois? Ce bois, lui disait sa mère, est rempli des bêtes sauvages les plus assoiffées de sang au monde. Des tigres et des lions, demandait Billy. Bien pire. Qu'est-ce qui est pire que les tigres et les lions, maman? Les griffes au ming, répondait sa mère, ainsi que les écornouflons, les tarloubards et les gbous vermicieux. Mais le pire d'eux, tous, c'est l'Orifion, Angoulesong, Casmoloc et Grasroc. Il y en a un dans la forêt. Un Angoulesong, maman. Exactement. Quand il poursuit quelqu'un, des nuages de fumée jaillissent de ses naseaux. Est-ce qu'il me mangerait? Demandait Billy. D'une bouchée, répondit sa mère. Billy n'en croyait pas un mot. Selon lui, sa mère avait inventé cette histoire pour l'effrayer et l'empêcher de sortir de la maison tout seul. À présent, agenouillé sur une chaise, Billy contemplait avec envie par la fenêtre cette fameuse forêt interdite. Billy, cria sa mère, que fais-tu? Je suis sage, maman, répondait-il. Soudain, une drôle de chose se produisit. Billy entendit une voix qui chuchotait à son oreille. Il savait bien de quoi il s'agissait. C'était le diable. Il venait toujours marmonner à son oreille quand Billy s'ennuyait. Ce serait si facile de sortir en escaladant la fenêtre, chuchotait le diable. Personne ne t'apercevrait. En un clin d'œil, tu te retrouverais dans le jardin, puis un autre clin d'œil et tu serais devant le portail. Et un dernier clin d'œil dans la merveilleuse forêt interdite que tu explorerais tout seul.
mots de ce que ta mère te raconte. On n'y trouve pas de green foaming, des cornouflons, de darloubar, de goupou vermicieux, ni d'orifiant en coule sang, casmoloc et grasse-roc. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors, murmura Billy. Des fraises sauvages, lui répondit le diable à voix basse. Tout le sol de la forêt est tapissé de fraises sauvages vermeilles, savoureuses, juteuses. Va voir toi-même. Tels furent les mots que le diable chuchota à l'oreille de Billy par cet après-midi d'été ensoleillé. Un instant plus tard, Billy sortait en escaladant la fenêtre. En un clin d'œil, Billy atterrit en douceur sur le parterre de fleurs. En un clin d'œil, il poussa le portail du jardin. Et en un clin d'œil, il se trouva à la lisière de la grande et sombre forêt interdite. Il avait réussi. Maintenant, la forêt était toute à lui et n'attendait que d'être explorée. Se sentait-il inquiet? Comment? Qui venait de parler d'inquiétude? Des écornouflons, des goupous vernicieux. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Billy hésita. Je ne suis pas inquiet, assura-t-il. Pas du tout. Jamais de la vie. Il s'enfonça très très lentement dans la grande forêt. Bientôt, de tous les côtés, des arbres géants l'entourèrent, et au-dessus de lui, leurs branches formaient presque une voûte cachant le ciel. Ça et là, de petits rayons de soleil brillaient à travers le feuillage. Le silence régnait, un silence de mort au sein d'une cathédrale immense, vide et toute verte. Quand il se fut aventuré un peu plus loin, Billy s'arrêta. Immobile, il écoutait. Il n'entendait rien, rien du tout. Le silence était absolu. Vraiment, attendez. Qu'était-ce donc? Billy tourna vivement la tête pour fixer les ténèbres lugubres et profondes de la forêt. Encore, cette fois-ci, il n'y avait pas d'erreur. Au loin, un faible sifflement, comme un agico de vent, se faisait entendre et se propageait à travers les branches. Le bruit s'amplifia. À chaque seconde, il gagnait en puissance et soudain ce fut un autre bruit, sifflant, soufflant, repoussant, reniflant. En un mot, terrifiant, comme si quelque créature gigantesque galopait vers lui, haletante. Billy s'enfuit en courant. Billy n'avait jamais couru aussi vite de sa vie, mais le bruissement sifflant, soufflant, repoussant, reniflant le poursuivait. Pire encore, il s'intensifiait. Ce qui signifiait que la chose qui produisait ce bruit, la créature galopante, se rapprochait, prête à le rattraper. Cours, Billy, cours, cours, cours. Il contourna de larges arbres, sauta par-dessus des racines et des ronces. Il se baissa pour filer sous les buissons et les branches. Il courait comme s'il avait des ailes. Mais le bruissement sifflant, soufflant, repoussant, reniflant était de plus en plus bruyant, de plus en plus proche. Billy jeta un regard par-dessus son épaule. Ce qu'il aperçut au loin lui calça le sang. Des stalactites se formaient dans ses veines, deux énormes nuages de fumée. Rouge, orange et tourbillonnant, émergeaient des arbres et se dirigeaient vers lui. Ils furent suivis de deux autres, swash, frosh, et de deux autres encore, swash, frosh. Ça vient sans doute des naseaux de la bête haletante et galopante qui m'a reniflé et qui me poursuit, se dit Billy. La petite chanson de sa mère s'égrenait dans sa tête. Interdite, interdite la forêt. Beaucoup y sont entrés, aucun n'en est sorti. C'est sûrement l'encoulson, s'écria Billy. Maman m'a dit qu'il crachait de la fumée quand il poursuivait quelqu'un. C'est l'horrifiant encoulson, casse-moloch et grasse-roc. Il va m'attraper, me sucer le sang, me
écraser le Moloch, m'écraser le roc et me tailler un petit morceau. Et puis il me recrachera comme de la fumée. Et c'en sera fini de moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture de Piggy et les minuscules. Une histoire un poil aberrante, bien que pour les enfants. J'espère que ces deux lectures vous auront plu. J'encourage les enfants à lire ces livres car c'est vraiment intéressant. Et c'est un monde imaginaire vraiment atypique de Roald Dahl. Voilà, vous pourrez retrouver sur Google tout ce qui le concerne.